1958, les meilleurs joueurs d'origine algérienne abandonnent le championnat de France pour allier à Tunis le Front de libération nationale de l'Algérie. Ils vont écrire ensemble les premières pages du foot algérien, une équipe qui deviendra l'emblème de la lutte pour l'indépendance. Des stars du ballon rond faisaient partie de l'aventure, comme Rachid Mekloufi. Regardez. À la mi-avril, 9 footballeurs algériens, dont Rachid Mekloufi, quittent clandestinement la France, renonçant à sa carrière, à la gloire, à l'argent. Il a répondu à l'appel du FLN, le Front de libération nationale, sans hésitation. Il n'y a eu aucune menace. S'il y a un joueur qui vous dit « moi, me menacer, autrement je ne serais pas parti », etc., c'est de la fumisterie. L'affaire crée une onde de choc dans l'opinion. Pour le FLN, le pari est gagné. Et avec nous sur ce plateau, Kader Abderrahim, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de L'indépendance comme seul but. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'histoire commence un 13 avril 1958. La guerre d'Algérie fait rage. La Coupe du Monde approche en Suède. Comment on explique le départ massif depuis la France d'une dizaine de joueurs d'origine algérienne? Pour parler crûment, il fallait que le FLN fasse un coup. On était dans le creux de la guerre d'Algérie, après la victoire de l'armée française au cours de la bataille d'Alger. Et il fallait réveiller un peu les consciences françaises. Et le FLN, la fédération de France du FLN, assez saisi de cette opportunité d'avoir autant de footballeurs algériens qui opèrent dans le championnat de France pour pouvoir précisément provoquer un électrochoc. Et c'est ce qui va se produire, parce que comme vous le disiez à un instant, il faut le rappeler quand même dans un contexte très particulier, à quelques semaines de la Coupe du Monde de football en Suède, pour laquelle étaient sélectionnés quelques-uns de ces joueurs algériens qui partent rejoindre le FLN à Tunis. Alors vous le dites, c'est le Front Libération Nationale de l'Algérie qui a entièrement organisé ces exfiltrations. Comment ces joueurs ont-ils été approchés? Ils ont été approchés dans le plus grand secret, tous individuellement, et à chacun d'entre eux, on disait de garder le plus grand secret pour éviter que l'opération ne soit éventée. Et jusqu'au bout, le FLN se réservait l'opportunité, si je puis dire, pour des raisons de sécurité, de renoncer à cette opération parce qu'il fallait qu'elle soit totalement secrète pour aboutir et pour avoir une chance de provoquer précisément l'électrochoc dans l'opinion française. Et c'est ce qui va faire d'ailleurs la réussite de cette opération. Alors justement, ces disparitions font la une des journaux français. Quelles ont été les réactions à ce moment-là? C'est la stupeur, la stupéfaction totale. Il faut bien se remémorer dans le contexte de l'époque. Quelqu'un comme Rachid Mekloufi ou Amar Rouaï ou Zitouni sont des stars. Si j'osais faire une comparaison, c'est les Zidane de l'époque. Évidemment, la télé ne joue pas le même rôle qu'aujourd'hui, mais c'est vraiment des gens qui ont une notoriété, qui sont connus, reconnus, et donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils quittent un statut qui était très enviable, où ils gagnaient très bien leur vie. Et puis, il faut aussi bien avoir présent à l'esprit, c'est des garçons qui sont très jeunes. La moyenne d'âge, c'est 20-21 ans. Et donc, ils prennent un risque considérable pour leur carrière professionnelle de quitter un confort au sein du championnat de France professionnel pour partir vers une autre aventure. Est-ce que ces joueurs ont été menacés dans cette aventure? Alors, c'est vrai que quand ils arrivent à Tunis, alors la Tunisie est indépendante depuis tout juste 2 ans, depuis mars 56, donc ça fait pile 2 ans, ils sont sous protection et sous surveillance parce que l'on craint pour leur vie. On craint que les services secrets français ou des organisations d'extrême droite comme la Main Noire, qui sont très présentes en Tunisie et au Maroc, ne cherchent à assassiner, à liquider quelques-uns de ces joueurs. Heureusement, il n'en sera rien et les protections qui sont mises en place pour les protéger se révéleront plutôt efficaces. Comment va se passer concrètement la mise en place de cette équipe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, on monte cette équipe et partout, mais essentiellement dans les pays de l'Est et dans ce qu'on appelle, dans ce contexte de la guerre froide, les pays frères, partout où ils iront jouer, ils vont provoquer un enthousiasme extraordinaire parce que ce sont des joueurs de haut niveau, ce sont des joueurs professionnels, et il y a aussi de la part des équipes qu'ils rencontrent au Vietnam, en Tchécoslovaquie, en URSS, en Allemagne de l'Est, aussi une envie de se frotter à des joueurs qui ont connu le niveau professionnel en Europe occidentale, en Europe de l'Ouest. Et pour tous ces joueurs, c'est aussi un challenge. Et c'est vrai que cette équipe, partout où elle ira, évidemment, elle gagne tous ses matchs parce qu'ils surclassent les équipes auxquelles ils sont confrontés. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de
populariser la cause du FLN et la cause indépendantiste, ce qui là aussi est une opération qui recueillera tout le succès. Quel a été le génie du FLN au fond dans cette histoire? Le génie du FLN, c'est d'avoir compris très tôt à quel point le sport, qui est le football, qui est le sport déjà le plus populaire de la planète, peut réussir à jouer un rôle dans la géopolitique mondiale. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ce coup qui a été organisé par la Fédération de France du FLN, et notamment par quelqu'un qui est mort il y a peu, qui s'appelle Mohamed Boumezrag, a été un coup de maître. Et on le voit aujourd'hui, l'enjeu du football dans les relations internationales, et le FLN a été le premier à instrumentaliser le football pour tenter de populariser sa cause. Alors en 1962, l'Algérie obtient son indépendance, l'équipe du FLN est dissoute. Est-ce que la nouvelle équipe nationale s'est nourrie de cette histoire? Non, parce qu'en réalité, c'est une histoire qui est assez méconnue, comme la plupart des histoires en Algérie, parce qu'il n'y a pas d'enseignement de l'histoire, il n'y a pas de cette transmission en Algérie. Et il faut bien dire qu'ils n'ont pas toujours été très bien traités. Il y en a certains de ces anciens joueurs du FLN qui vivaient dans le dénuement lorsque j'ai fait mon livre il y a quelques années et que je les ai rencontrés. On ne peut pas dire qu'ils roulaient sur l'or, en dehors de quelques-uns, comme notamment Rachid Makhloufi, qui reste la figure emblématique. Mais il n'y a pas cette mémoire. D'ailleurs, lors de la dernière Coupe du Monde, parmi les joueurs de l'équipe d'Algérie, la plupart d'entre eux, 9 sur 11, étaient des binationaux et pour la plupart nés en France. Donc il y a un problème en Algérie dans l'organisation et dans la formation des footballeurs professionnels qui ne sont pas au niveau aujourd'hui. Mais c'est un peu à l'image de ce pays aujourd'hui qui manque de projets et qui manque, je dirais, de planification sur un certain nombre de sujets. Selon vous, pourquoi cette mémoire n'est pas reconnue de ces joueurs qui ont quitté la France parce que je crois que de la part des dirigeants du FLN, post-indépendance, il y a aussi une volonté de transmettre une histoire qui est revisitée et qu'on mythifie plutôt que de tenter de laisser les Algériens s'approprier leur histoire. Et puis globalement, chacun en fait ce qu'il veut. Mais on n'enseigne pas l'histoire parce que c'est un enjeu politique et on n'enseigne pas celle-là non plus parce qu'elle est aussi toujours liée à la France. Et donc reconnaître cela, c'est reconnaître que l'équipe de foot du FLN, c'est aussi parce que ces joueurs ont été formés et qu'ils ont évolué en France. En tout cas, merci beaucoup Abderrahim pour cet éclairage historique.